You're our visiting team. You have the choice. This is tails. This is heads. Heads is the call. And it is heads. We want that motherfucker. That's why we got to kick it. Kick it. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 36. Moi c'est Plax et j'ai avec moi Thiergo. Comment vas-tu Thiergo après cette victoire 27-21 des Giants, première victoire de la saison? Eh ben, je suis exténué. On se disait avant d'enregistrer le podcast qu'il fallait vraiment être fort mentalement pour suivre toute cette rencontre. Je l'ai suivi de bout en bout. J'ai vécu 36 000 émotions. Et quand on a gagné, j'y croyais pas. Donc j'ai du mal à être content. Ouais, moi je vais être très honnête avec vous. J'ai regardé le début du match, j'ai vu comment ça se passait. Et je sais pas si c'est mon cœur ou mon cerveau qui m'a dit ne fais pas ça, ne t'inflige pas ça. J'avais passé un week-end plutôt tranquille et je me suis dit c'est pas le moment de tout gâcher. Et voilà, donc j'ai pas regardé le match. D'ailleurs j'ai pas live tweeté non plus. Donc je me suis dit on verra plus tard. C'est pas là j'étais pas dans le mood pour poursuivre un truc comme ça et m'infliger ça. Et quand j'ai vu, donc tu m'as écrit, tu m'as dit alors t'as suivi? Je dis bah non, qu'est-ce qu'on a fait? Tu me dis bah on a gagné machin. Donc j'ai dit oh yes, ok. Donc là j'ai regardé. Et quand j'ai vu le fumble de Saquon Barkley en plein overtime, dans le moment le plus clutch du match, je me suis dit j'aurais pas tenu. J'ai bien fait de pas avoir regardé parce que j'aurais jamais tenu devant ma télé. C'était dur. Et moi, jusqu'au bout, on va parler du déroulé du match, mais jusqu'au bout, j'ai cru qu'on allait perdre. Hein. Donc, de toute façon, c'était dans la logique des choses, de ce qui s'est passé sur les derniers matchs, c'était censé se passer comme ça. Alors juste, avant, tu vas nous expliquer un petit peu le déroulé du match, mais globalement, dans la physionomie globale, on sort de... Alors le premier match, il y a eu nos matchs, on s'est fait marcher dessus, voilà, c'était le premier match contre les Broncos. Les deux matchs suivants, on l'a dit quand même, on devait les gagner, on les a dominés, on a tenu le match jusqu'au bout et on le perd nous-mêmes, tout seul. Là, pour le coup, c'est un match où on est mené dans le quatrième quart-temps 21-10 à 7 minutes de la fin et clairement, rien ne laisse présager qu'on va gagner ce match, mais finalement, eh bien, on fait une super fin de match et on gagne. Je te laisse revenir un peu sur les faits marquants et le déroulé global du match. Ouais, alors on va passer très rapidement sur le premier quart-temps parce qu'en fait il s'est rien passé, hein. Ça a été échange de punt, turnover on downs des Saints, un field goal raté de Gano alors qu'on était dans la red zone, hein. Donc encore une fois un trip dans la red zone qui n'aboutit pas et là tu dis oh là là, alors tu dis bon ok on va avoir au moins 3 points. Non, même pas. Ensuite... Alors après pour sa défense, c'est quand même son premier raté depuis 30 et quelques, je sais plus combien. Il a le record des Giants de field goal réussi de suite. Ouais, il fallait bien qu'à un moment il en loupe un quand même. Ouais, non, tout à fait. Mais bon, enfin, c'est plus facile en fait de dire bon, c'était difficile parce que c'était un kick de 52 yards, alors que là, c'était un kick, je te dis, c'était, attends, je reprends le truc, 35 yards. Ouais. C'est pour lui une conversion à un point. C'est easy quoi. Ouais. C'est censé être automatique. Et bien justement, après le drive d'après des Saints, Aldrick Rosas, l'ancien kicker des Giants qui s'était fait virer parce qu'il avait eu un accident de voiture, je sais pas si vous vous rappelez, et délit de fuite, enfin bon bref, il s'est retrouvé chez les Saints. Lui, il a loupé un field goal de 52 yards, donc bon, on va dire que c'est un peu plus pardonnable pour les fans des Saints en tout cas. Mais juste après qu'on ait récupéré le ballon, sur le premier play, on a Daniel Jones qui fait une magnifique passe au milieu sur un John Ross qui a complètement grillé la défense des Saints. C'était son premier match de retour de blessure. Et John Ross est plaqué, fumble le ballon, récupère le ballon. Et en fait, là, il y a eu le débat, mais est-ce qu'il a passé la ligne de l'end zone avant de fumbler son ballon ou pas? Je pense que techniquement, il fumble son ballon avant de passer la ligne de l'end zone. Et puis après, il récupère le ballon dans l'end zone. Donc,
touchdown, mais apparemment les arbitres ont quand même décidé d'attribuer le touchdown à Daniel Jones sur une technicité, donc très bien. Donc là on est à 7-0. Les Saints se marquent tout de suite après sur un touchdown de 15 yards de leur receveur Johnson sur une passe de Jameis Winston, et là on est à 7-7, et nous on fait un dernier drive avec 3 actions qui se terminent par un Hail Mary de Daniel Jones qui est intercepté par les Saints. Donc on est à la 2e interception de Daniel Jones sur la saison, mais celle-là elle compte pas vraiment, quoi, parce que ouais, je suis d'accord. Mais attends, ils s'étaient fait intercepter avant ça? Non, pas du tout. Non, je te dis. C'est sa première de la saison, d'accord, ouais, d'accord. Ah non, si. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu disais dans le match. Non, il s'est fait intercepter une fois pendant la saison déjà. Contre qui? Écoute, je ne saurais pas te dire. Je me souviens plus qui s'était fait intercepter. Mais... Ouais, je vais chercher, vas-y, je te laisse continuer à le dérouler. Bon, bref, mi-temps en tout cas, on se retrouve à 7 partout. Retour des vestiaires. Les Saints marquent tout de suite sur un touchdown en fait de... comment il s'appelle, Taysom Hill. Alors déjà, il y avait une grosse passe de 58 yards qui avait été complètement concédée par James Bradbury, qui s'était fait griller par Callaway. Bon, et par contre le touchdown de Taysom Hill, mais c'était ultra rageant parce que il n'a pas cassé 1 ou 2 plaquages, il en a cassé 4. Alors au début j'ai cru que c'était 7 parce que je crois que j'avais entendu un commentateur dire 7, donc j'ai tweeté 7, mais non, mais il casse 4 plaquages pour faire un touchdown de 8 yards à la course. Donc on est à 14-7. Les Giants répondent par un field goal de 23 yards cette fois qui est marqué. On a un nouveau drive des Saints qui à un moment en fait non, c'est pas sur ce drive qui nous ont marqué un touchdown, mais c'est un peu plus tard. Refusé sur un holding. Si, pardon. Plus tard, je crois. Non, je suis en train de regarder en même temps. En fait, voilà, Jameis Winston a trouvé Kenny Steele pour 46 yards complètement libre et qui marque un touchdown, mais en fait le play a été annulé pour holding sur Leonard Williams qui s'est démené comme un lion pendant toute la rencontre. Et juste après cette action, ils font rentrer Taysom Hill qui retente la même passe, qui est interceptée par James Bradbury qui se rattrape un peu d'avoir laissé une passe de pratiquement 60 yards quelques snaps avant. C'est ça. Bon, on n'en fait rien puisque on punt. Les Saints récupèrent le ballon et puis il y a un touchdown de Taysom Hill où pareil sur 8 yards en fait il écrase notre défense qui est incapable de plaquer. On a eu du mal à l'arrêter, hein. C'était des jeux où en fait il est positionné en tant que QB, il peut éventuellement lancer la balle mais il joue en fait ça bloque devant lui en mode power run et puis il suit ses bloqueurs et il marque derrière. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc là on arrive dans le 4e quart-temps à 21-10 déjà t'es pas chaud, on fait rien de notre drive, on punt, les Saints punt. Ça a fait jaser un peu d'ailleurs à 21-10 le punt en 4ème et 8 ou 9 ou je sais plus combien. T'as encore pas mal de mecs qui ont dit là il aurait fallu jouer la 4ème parce que c'était le moment il fallait tenter quelque chose quoi, même si on était dans notre camp etc. Et, on était sur les 47 yards des Saints. Voilà, donc on est pas loin de notre camp. Milieu de terrain quoi. Et Joe Judge décide de punter encore une fois, sauf que cette fois-ci ça réussit puisque notre défense cette fois-ci fait le boulot et on peut récupérer la balle et là ça y est. Là le match est parti pour les Giants. Ouais, tout à fait. La défense qui en fait a quand même été terrible pendant tout le match, s'est vraiment réveillée pendant le 4e quart-temps. Sur le drive suivant, il force le 3 and out, il y a un punt. Et là encore une fois, tout comme le TD de John Ross où en fait ça a été dès la première action, on a un magnifique touchdown de Jones qui trouve Saquon Barkley sur la gauche, qui réussit à éviter le safety et va marquer un touchdown de 54 yards à la réception. Ça fait quand même le 2e touchdown sur des drives de un jeu. Ouais. 2 touchdowns sur des big plays où il n'y a eu que ça en fait, gros jeu direct. Et sur des passes en profondeur. Alors bon, Barkley c'est moins une passe en profondeur, il fait une wheel route et il est récupéré sur la gauche. Alors c'est plutôt une fade parce qu'il a aligné un receveur sur ce jeu. C'est pas vraiment une wheel ou dans le sens où il est pas en running ou quoi. Running back. En fait, je me rappelle plus s'il était en receveur. Mais... Non, il est en receveur sur la gauche, receveur écarté, et il a Evan Engram en receveur intérieur. Evan Engram fait un tracé quick out qui attire un peu le défenseur. Il attire 3 défenseurs quasiment en fait. Et là t'as Barkley qui passe dans le dos et qui marque le TD.
Et d'ailleurs, en fait, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'on met 3 défenseurs sur Evan Engram, étant donné qu'il n'est pas capable d'attraper un ballon. Je pense qu'on pourrait mettre... il fait un drop dans le match. Ouais, voilà, non, ça va. Il a attrapé des ballons et j'ai même reconnu pendant le match qu'à un moment, sur une 3e tentative, Jones lui a envoyé une passe qui était beaucoup trop haute, et ce qui faisait que Evan Engram sautait pour la récupérer et ne pouvait rien faire après. En tout cas, pour ce touchdown de Barkley, ça fait super plaisir, qui est suivi par une conversion de Daniel Jones qui y va à la course encore une fois. Je crois pas que c'était prévu cette fois-ci. À mon avis, c'était une passe et ça s'est mal passé. Et finalement, il court et il marque. Ah, tu penses que c'était les receveurs, ils font des tracés, ils regardent côté receveur et tout. Et a priori, c'était plutôt une passe qui était prévue. Ouais, c'est possible. Enfin bon, voilà. En tout cas, là déjà, on est à... Donc, vu qu'on a fait une conversion à 2 points, on est à 18-21. Il reste quand même pas beaucoup de temps, puisque les Saints récupèrent le ballon avec moins de 4 minutes. Ils font un drive de 7 plays, mais ils finissent par punter. Et nous, on récupère le ballon avec 2 minutes 30 sur un drive où en fait on avance petit à petit, et on a une énorme réception de Kenny Golladay qui récupère le ballon, file un gros coup d'épaule au DB et en fait continue avec 23 yards after the catch. Je crois que c'est Malcolm Jenkins qui arrive lancé et qui le rebondit dessus en fait, et finalement il le plaque pas du tout. Et, du coup, et là on passe en zone de field goal après. Ouais, voilà. Et bon, on n'a pas réussi à avancer sur les 2 premières passes, on finit par faire une petite course de 4 yards avec Saquon Barkley, field goal de 48 yards. Et là, moi, c'est pour ça que je te dis, j'y croyais toujours pas, parce que je me dis, il va le planter, c'est bon. Graham Gano réussit à le mettre. Il restait 30 secondes aux Saints, mais ils n'ont rien fait de leur drive, donc on va en overtime, en prolongation. Et là, sur les prolongations, sans vous faire tout le détail du drive, ça a quand même commencé par Jabril Peppers qui au coin toss voulait heads, voulait face, il a eu face, il a sorti un gros we want that motherfucker. C'était complètement débile. Enfin, c'était marrant et ça a un peu énergisé tout le monde, je crois. Donc c'était plutôt ouais, mais en fait il l'a dit d'ailleurs après en conférence de presse, il a dit mais 4e quart-temps, tout le monde était à fond sur la touche, parce que déjà ils avaient réussi à remonter de 11 points, ils allaient en prolongation, et ils ont dit on a essayé de faire pile au début du match, ça n'a pas marché pour nous, tout le monde voulait faire face, et quand on a eu face, on était en mode c'est bon, on a le ballon, on va gagner. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Giants. Ils sont montés petit à petit. On a eu une grosse frayeur avec Saquon Barkley qui, comme tu dis, a fumblé le ballon alors qu'il ne l'a jamais fait de toute sa carrière en NFL. On a regardé la stat avant le podcast. Il a touché le ballon 693 fois. Donc là, on compte course et réception. Là, c'était une réception. Et en fait, à la 694e fois, il fumble, mais heureusement on a Kyle Rudolph qui récupère le ballon et qui justifie tout son contrat. Voilà. Alors quand même, juste sur ce jeu, pour en reparler un tout petit peu, si vous le revoyez, ce jeu, il part un peu en soupape de sécurité, il tombe, il essaye de se relever, il retombe, et là Jones est en train de se dire vas-y lève-toi mon vieux parce que je vais te la lancer. Il lui lance alors qu'il est en train de se relever, il arrive à l'attraper, là il fait un move incroyable, il met une feinte à un mec, à un DB qui est en train d'arriver alors qu'il a à peine récupéré la balle, il arrive à échapper, il gagne quasi 10 yards, et là il fumble, la balle retourne en arrière, et Kyle Rudolph Alors quand même Kyle Rudolph était un petit peu plus impliqué sur ce match, mais c'est clair. Mais là, tu vois, encore une fois, quand j'ai vu ce fumble, je suis c'est pas possible, on va perdre. Non mais tu vois, quand je te dis, j'y croyais pas jusqu'au bout. Et au final, on arrive juste après ce fumble. Non, c'est un peu plus tard. On a eu une nouvelle grosse passe à Kenny Golladay de 23 yards, exact, qui nous amène en fait à quelques yards de la zone d'en-but. Et là, je me suis fait spoiler par Twitter parce que j'avais un décalage et j'ai vu que Saquon Barkley avait marqué. On voit le touchdown de 6 yards de Saquon Barkley. Match terminé. Première victoire des Giants à l'extérieur, c'est magnifique. Et ça fait du bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première victoire, à part le fait que on arrive à gagner sans vraiment dominer, avoir la main mise sur ce match. Donc c'est belle réponse des Giants en tout cas, et super comeback à 21-10 à 7 minutes de la fin. Évidemment, les chances de gagner étaient très très faibles. Je pense que s'il y a un joueur dont on doit parler et qui est la valeur sûre depuis le début de saison, c'est Daniel Jones. On a entendu beaucoup de critiques sur Daniel Jones, qui faisait beaucoup de pertes de balles, etc. Alors j'ai vérifié, puisque
tout à l'heure, tu m'as dit qu'il avait déjà fait une autre interception cette saison. Eh bien non, c'est sa première interception. Et donc, en 4 matchs, il fait une interception et c'est sur une Hail Mary en fin de première mi-temps. Alors, on avait eu aussi cette question-là sur Twitter, quelqu'un qui me dit pourquoi il tente pas le tout pour le tout, etc. Bon, parce que typiquement, dans 95% du temps, tu fais une interception ou une passe ratée. Et en fait, ça peut faire plus de mal que de bien finalement ces passes, à moins d'être vraiment dominé. Il faut obtenir quelque chose d'incroyable, mais en gros, un QB qui serait un peu trop émotif ou quoi pourrait le prendre un peu pour lui et se dire merde, j'ai fait une interception alors que je méritais pas ou quoi. Bon là, ça a eu aucune incidence. Et donc en fait, dans ma tête à moi en tout cas, eh ben il est à 0 interception. Non, mais d'ailleurs, en fait, et je regardais les stats à nouveau. En fait, c'est pas sa deuxième interception, mais c'est son deuxième turnover de la saison, sachant qu'il a eu cet horrible fumble contre Denver. Mais en effet, si on élimine cette interception qui est sur un Hail Mary, qui est sur un play qui a 99% de chance de foirer parce que vu comment c'était situé, enfin bon bref, cette interception ne compte pas. Sur 4 matchs, il n'a qu'un seul turnover. Voilà. Donc c'est quand même déjà une très bonne nouvelle. T'en parlais déjà sur les précédents matchs. Ouais. On voit qu'il y a une progression. On espère que ça continue dans ce sens-là. Hein. Mais je te rejoins tout à fait. Aujourd'hui, et on l'avait déjà dit sur les matchs précédents, le fait que les Giants soient à 3 défaites et une victoire, ce n'est absolument pas de la faute de Daniel Jones. C'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Clairement, ça c'est sûr. Ceux qui vont te dire c'est de la faute de Daniel Jones ou quoi, ça c'est complètement faux. Il a un QB rating de 108 sur ce match-là. Alors QB rating, c'est pas le meilleur calcul et c'est pas forcément le plus représentatif. Mais il y a une stat, et j'ai entendu ça dans un podcast tout à l'heure, en fait, qui est assez intéressante. C'est ce qu'ils appellent, alors en français, EPA. Et en gros, c'est assez... j'ai pas encore tout compris exactement comment c'était calculé ce truc-là, mais en gros, c'est un calcul de statistiques basé sur la situation que tu es sur le terrain. En gros, qu'est-ce que tu apportes vraiment dans quelle situation? Parce que typiquement, parler que du nombre de yards, tu vas avoir du garbage à la fin du match, etc., qui va rapporter des yards, mais qui ne voudront pas dire grand-chose, etc. Là, cette EPA, c'est vraiment quel est ton apport pour l'équipe dans le contexte, dans la situation, etc. Donc c'est la statistique la plus objective, qui n'est pas des points, des yards, et c'est quelque chose de vraiment objectif. Et là, sur cette statistique-là, Daniel Jones, eh bien, il est à 27.7 et il est 3e de NFL. Devant lui, il n'y a que Kyler Murray à 30.8 et Patrick Mahomes à 36.8. Ouais. Derrière, tu as Matthew Stafford à 27.4, Tom Brady, Josh Allen. Voilà, donc vous voyez qu'on retrouve vraiment les tout bons quarterbacks sur le haut du panier. Et puis après, si on regarde vers le bas, on trouve des Justin Fields, Zach Wilson, etc., Trevor Lawrence, les QB rookies qui sont en grosse galère. Et d'ailleurs, Justin Fields, il est à 0.0. Voilà. Mais voilà, donc 3e QB, a priori, sur cette statistique qui serait la plus objective. Très honnêtement, c'est la meilleure série de 4 matchs qu'il réalise depuis qu'il est en NFL. Et j'ai vu aussi la stat que sur le quarterback, alors là pour le coup on revient au quarterback rating, c'est le 3e quarterback des Giants qui réalise je sais plus combien de QB de matchs avec un QB rating supérieur à 100 depuis 1950. Il y a eu Eli Manning et il y a eu un 3e QB qui ont réalisé je sais plus 10 ou 15 QB rating. Je crois qu'il est même pas dedans. Non, c'est un autre gars que je connaissais pas. Donc voilà, tout un tas de trucs qui montrent que... Non, il y a pas tout un tas de trucs qui montrent que les Giants, enfin que Daniel Jones est vraiment au niveau et pas de perte de balles, des bonnes décisions, il va lancer en touche quand il faut lancer en touche et on oublie aussi son jeu de course qui encore une fois a été mis un peu de côté, mais il y a 2-3 moments où il a réussi à gagner des yards à la course quand il y a eu besoin. Donc c'est vraiment la valeur sûre, il faut vraiment qu'il reste à ce niveau-là, il fait tout ce qui va bien pour l'instant depuis le début de saison. Alors tout n'est pas rose, parce que moi j'avais quand même noté 2 passes pendant le match qui n'étaient pas géniales. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, à un moment il a fait une passe un peu trop haute pour Evan Engram sur une 3e tentative, ce qui fait que Evan Engram ne pouvait rien faire. Et puis il a aussi loupé, alors je sais plus, c'était en fin de match, je sais plus si c'était 4e, quart-temps ou prolongation, il a loupé Saquon Barkley complètement ouvert sur la droite. 4e quart-temps, exactement, tout à fait. Et donc ça ne retire rien en match, il fait quand même 402 yards, ce qui est la meilleure performance de sa carrière. Alors justement, moi j'avais noté que jusqu'à présent sa meilleure performance elle datait de son 2e match contre la Washington Football Team quand il jouait sous Shurmur et il avait fait 379 yards et sous Jason Garrett jusqu'à présent il n'avait jamais dépassé 280 yards. Ouais. Alors.
Là, il a fait un match complet. Clairement, le plan de jeu a changé. 70% de passes complétées, 5 passes longues, 2 passes très longues, hein, pas juste des passes de 20 yards. Il réussit beaucoup de gains sur ce match-là, de 15-20 yards sur Kenny Golladay notamment, qui a été très bon. Et en fait, on a beaucoup impliqué. Alors, les 3 receveurs qui ont été vraiment très impliqués, alors sans compter Saquon Barkley, mais c'est Kadarius Toney, c'est Kenny Golladay et c'est John Ross qui fait 3 réceptions très importantes, dont le TD, et surtout qui mettent beaucoup de yards after catch, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, et c'est extrêmement important, hein, les yards after catch, parce que quand mais non, je pense aussi que les yards after catch dépendent du jeu qui est lancé. Quand on te fait faire un tracé stop à 5 yards, c'est dur de te retourner et de gagner plein de yards. Bien sûr. Kadarius Toney, il met 51 yards after catch et Golladay 50, c'est énorme, et ça change tout. Kadarius Toney qui en fait là a vraiment été beaucoup plus mis à contribution sur ce match. Il a notamment converti une 3e et 18 où en fait il est en train de juker toute la défense des Saints. Alors, c'est ouf. Moi de mon point de vue j'avais l'impression qu'il n'avait pas eu le 18 mais bon les arbitres ont jugé qu'au niveau du placement du ballon c'était bon et je crois que parce qu'ils ont trouvé ça trop beau comme action, ils ont dit vas-y on te le donne. Vas-y on te le donne. Donc Kadarius Toney on veut voir plus souvent ça. Et Kenny Golladay qui fait son premier match à 100 yards, donc ça sous les Giants, donc ça c'est très bon. Mais surtout quelque chose que j'ai envie de voir à tous les matchs, c'est il faut qu'on ait au moins une passe en profondeur sur John Ross, qui a des jambes de fou, qui court super vite. Et d'ailleurs je suis plutôt partisan pour dire que quand John Ross est en bonne santé, Darius Slayton devrait rester sur le banc. Ouais, je suis assez d'accord, puisque c'est un... Je pense qu'il a en tout cas, il a des meilleures mains. Il a eu des problèmes de drop dans sa carrière, et sur ce match-là, je crois pas qu'il en ait fait. Il a fait les réceptions au bon moment. Il fait des réceptions en overtime. Là, il en met 2 qui sont vraiment très importantes. Et donc, il a pas craqué sous la pression. Et pour l'instant, il y a 100% de victoire quand John Ross est dans l'effectif. Donc, c'est peut-être notre porte sur un match. Je suis d'accord qu'il a été très très bon. Et en fait, quand tu vois ça, quand tu vois Golladay, Toney, John Ross. Vois Barkley plus Sterling Shepard qui est blessé, plus Darius Slayton qui est blessé, tu te dis il y a vraiment du monde là, et ce qui est presque le plus compliqué, c'est de réussir à mettre tout le monde à contribution. Et en fait on s'est rendu compte que sur ce match là, quand on a vraiment essayé de donner le ballon au playmaker, ça a bien marché, et on a tenté des passes en profondeur. Il y a eu 5 passes lancées très longues. Il faut prendre sa chance comme ça. Et ça a marché. On sait que c'est la force de Daniel Jones. Donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et donc, pour moi, ce qui va être difficile là, c'est... parce qu'en fait, on a eu un match pourri avec du play calling pourri, un match bon, un match pourri, un match bon. Il va falloir maintenant se dire, bon, qu'est-ce qui marche ? C'est ça qui marche. On a compris. Il faut tenter sa chance, il faut faire des jeux longs, il faut arrêter ces petits tracés de petites fiottes là, il faut y aller, et il faut espérer que Garrett arrive à avoir des plans de jeu aussi bien établis sur les autres matchs, quoi. Ouais, alors c'était pas toujours très très inspiré, hein. Bon, Garrett reste pas tout le match. Non, pas tout le match. Mais en fait, c'est ça ce qui est dommage, c'est que et on l'a déjà constaté, il est extrêmement irrégulier dans son play calling, et c'est ça. Tout le monde le voit qu'il y a des trucs qui marchent et d'autres qui marchent pas. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à faire des trucs qui marchent pas ? Bon, bref. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, parce que c'est Garrett. Ça répond pas à ma question. Mais et surtout que maintenant, on arrive en fait dans une phase du calendrier qui va être bien dure avec les Cowboys la semaine prochaine. Donc on a vraiment besoin de cette attaque qui continue à dérouler. Et d'ailleurs, si on doit continuer en fait un peu à parler du positif de l'attaque, j'aimerais juste qu'on parle de la ligne offensive. J'allais en parler. Voilà, et d'Andrew Thomas, la ligne offensive n'a pas concédé le moindre sac en 40 tentatives de passe sur tout le match. C'était quand même assez impressionnant. Et moi, je trouve que Andrew Thomas, pour l'avoir regardé un peu pendant le match, fait un job qui est monumental. Non, mais il a clairement changé de dimension là. Il est dans les tout meilleurs, là, à mon avis, à son poste actuellement, en tout cas sur ses 4 premiers matchs. Hein, il est vraiment très très bon, et la ligne offensive qui n'autorise que 4 pressions sur ce match-là, 4, la moitié, 50% viennent du même joueur, Nate Solder. C'est clairement pas notre avenir à ce poste-là, hein, ça c'est sûr. Par contre, Thomas, oui, sur ce match-là, il autorise une pression. Voilà. Voilà. Et ça, je vois la stat, ça fait que 6 pressions sur 4 matchs et 0 sac encaissé. Thomas, donc très bon, très très bon. La O-line qui est au niveau, alors que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on se dit
quand on attend qu'une escouade soit très bonne, en fait c'est pas elle qui est bonne, c'est jamais ce qu'on attend en fait finalement. On avait très peur de cette O-line qui finalement arrive à tenir à peu près correctement, donc tant mieux. C'est là qu'on peut se demander en fait dans quelle mesure le coaching de Rob Sell fonctionne, parce que il faut bien se rendre compte que oui, on a nos titulaires sur les extérieurs. En fait, sur les 5 titulaires qu'on avait prévus, enfin qu'on avait en tout cas, pas qu'on avait prévu puisqu'on ne prévoit pas les mêmes titulaires, mais qu'on avait à la fin de la pré-saison, il n'y a plus que Thomas, Hernandez et Solder. Nick Gates est blessé et il jouera peut-être plus jamais en NFL, et Lemieux est blessé aussi, et le remplaçant de Lemieux est blessé, donc on était sur... Et le remplaçant du remplaçant est blessé aussi. Il y a eu 4 gardes gauche en 4 matchs. Ouais. C'est quand même assez ouf. Donc c'est pas évident, avec un centre également remplaçant, et je trouve que ça s'est plutôt bien adapté. Alors là, dans quelle mesure est-ce qu'on peut attribuer ça au play calling de Garrett, qui vient aider sa O-line quand il en a besoin, puisque quand il y a eu des passes longues, on a eu des max protect avec beaucoup de monde qui est là pour donner du temps à Daniel Jones. Ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins, mais peut-être que ça a aussi son importance, donc je ne sais pas. Je pense qu'il y a des deux de toute manière. C'est le play calling de Garrett qui tient compte de la faiblesse du côté droit, le fait qu'on a aujourd'hui un Andrew Thomas qui est beaucoup plus confiant dans sa technique et dans ce qu'il doit faire. Il a l'air manifestement plus à l'aise. Je trouve, alors je n'ai pas trop fait attention encore à Willie Hernandez sur toute la saison, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai pas crisé depuis le début de la saison sur une connerie de Willie Hernandez. Zéro pression sur ce match. Qui est passé côté droit alors qu'il était côté gauche avant. Donc globalement on a du mieux sur cette ligne offensive, et c'est ce qu'on voit, c'est que maintenant que Daniel Jones sait qu'il peut faire confiance aux 5 gars devant lui. Alors, il n'a pas une protection de malade, mais en tout cas, il a le temps de faire ses différentes lectures et de progresser et d'exprimer en fait tout son talent. Et donc ça, c'est génial. Bon, en tout cas, pour moi, le gros point, ça va être la constance de Jason Garrett sur son play calling et sur sa capacité à faire marquer des points à Daniel Jones. On sait que Daniel Jones, s'il faut le faire, il le fait, et tout ce qu'il faut, c'est que le play calling soit derrière. Voilà, on continue à impliquer nos playmakers, et il n'y a pas de raison qu'on fasse pas quelque chose de bien dans les matchs qui viennent. Sur la défense, beaucoup plus moyenne. On n'arrive pas à retrouver cette défense de l'an dernier, qui était vraiment dominante en fin de saison, qui a eu du mal un petit peu à se lancer, et qui petit à petit est vraiment montée en compétences, et en finissant 9e défense de la ligue en points encaissés. On est vraiment dans le milieu du tableau en termes de défense. On n'a pas une défense incroyable. Moi, si je devais donner un constat à cette défense et les raisons pour lesquelles elle n'est pas encore au niveau, je dirais que c'est les corners qui, a priori, sont censés être des top corners. Notamment Bradbury, qui encaisse des gros jeux qu'il n'encaissait pas du tout l'an dernier. On avait lu la stat où le plus gros jeu qu'il avait encaissé, je sais plus, c'était ridicule. Il était vraiment sur les passes longues, vraiment au niveau, et il se prenait jamais de gros jeux. Là, il a pris des gros jeux. Peut-être que c'est ça la grosse diff par rapport à l'an dernier, c'est le niveau de Bradbury. Je sais pas ce que tu en penses. Alors il y a le niveau de Bradbury. Je me demande aussi si le front seven ne souffre pas un peu du départ de Dalvin Tomlinson, où on a quand même un Leonard Williams et un Aziz Ojulari qui font du très bon boulot, mais le reste c'est très irrégulier. Alors Dexter Lawrence sur le premier drive a à lui tout seul foutu le bordel sur la ligne offensive des Saints, mais ouais, comme tu dis, en fait on a une secondary qui déçoit quand même pas mal, où on retrouve pas le Bradbury de l'année dernière. Adoree Jackson, j'ai pas envie de dire que c'est horrible, mais en fait j'ai tellement entendu dire de bien de ce gars-là que je m'attendais peut-être à un peu plus que ça. Et après, je sais pas ce que tu penses justement des safety du trio, parce que on est vraiment sur un trio, Logan Ryan, Jabril Peppers, Xavier McKinney. Est-ce que ça fonctionne, cette rotation ? En fait, là pour l'instant, McKinney joue beaucoup plus que l'an dernier, a priori beaucoup en safety profond seul, puisqu'il est extrêmement rapide, mais je pense que va encore falloir progresser. C'est pas au niveau de ce qu'on a pu voir, où les safety l'an dernier étaient vraiment notre point fort. À mon avis, il déçoit un petit peu McKinney pour l'instant, et il faut que lui aussi arrive un petit peu à se mettre au niveau.
Surtout que j'ai misé sur lui, j'ai acheté des cartes signées de McKinney en espérant qu'il fasse une énorme saison et pour devenir millionnaire et les revendre des millions. T'as vu que les cartes à collectionner des joueurs se mettent à valoir des millions, les gens font n'importe quoi avec leur argent. Enfin, bref, non mais peu importe. Mais je comptais beaucoup sur lui. Je t'avais dit avant que la saison commence, qu'on entendait beaucoup parler de lui pendant le training camp, pendant le training camp et que on annonçait vraiment une grosse saison. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore vraiment au niveau. En fait, l'intégralité de cette défense et pas au niveau attendu qu'on espérait avant le début de la saison. Et tu parlais même d'Ojulari qui effectivement a fait des bonnes choses sur les 3 premiers matchs. Là, il a été quasi invisible. Et le pass rush en général a été invisible. Les outside linebackers ont été invisibles. Lorenzo Carter qui est pas au niveau qu'on attendait de lui. Riminez qu'on voit pas du tout. Il est vraiment, il disparaît complètement. Donc là pour le coup, les joueurs draftés sur les dernières années par Gettleman ne sont pas au niveau attendu. Ouais, c'est pas top. Et puis en fait, Ojulari, on a le temps. Non, Ojulari, non. Mais en effet, Carter et Zimenez, comme tu dis, c'est pas génial. Invisible. Et puis en fait, la perte de Blake Martinez, mine de rien, se fait sentir. Et surtout, en fait, moi je trouve que au niveau des plaquages, de la run defense, c'est 0 pointé. Se faire marcher dessus deux fois de suite par Taysom Hill, c'est pas acceptable. Je trouvais qu'en fait limite il faisait beaucoup plus attention à Alvin Kamara que Taysom Hill. Alors que t'as envie de dire mais il avance là, vas-y plaque-le, fais quelque chose. T'as complètement raison, beaucoup de plaquages ratés, 15 plaquages ratés sur ce match-là. C'est énorme et en fait tu as beaucoup d'actions où le joueur est vite sur le porteur de la balle qui a gagné que 3-4 yards et en fait il arrive à mettre 6, 7, 8, 9, 10 yards first down et ça c'est frustrant parce que tu te dis que la défense avait bien réagi et parce que le plaquage est raté eh bien on se prend des first down et ça fait chier parce que si on a sur les plaquages sur ce genre de play ça change complètement le drive pour la défense donc c'est des points sur lesquels il va falloir bosser. Après je reste confiant sur le fait que on peut encore s'améliorer et malgré tout c'est pas une ultra bonne défense pour l'instant mais ça fait le boulot. Par contre ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est le match qui vient et on va rencontrer les Cowboys et les Cowboys ils mettent 40 points à tout le monde donc là c'est un petit peu plus délicat. 4e de la ligue, c'est la 4e meilleure équipe attaque de la ligue en points marqués, en yards cumulés en attaque, donc passe et course. Défense, ils sont moins bons, mais c'est impressionnant de voir déjà que Dak Prescott est revenu avec une jambe bionique et joue comme s'il rien n'était. Elle fait peur cette attaque des Cowboys. Ouais, tu voulais dire d'autres choses sur la défense, sur ce match, ou on parle un petit peu justement des Cowboys? Non, je pense qu'on a fait le tour du match. On est très heureux d'avoir cette première victoire qui était vraiment inespérée. Oui, profitons parce qu'on n'en aura pas beaucoup cette année. Et surtout, il faut que tu regardes moins de matchs, Plax. Je pense que c'est surtout ça. Mais ça, c'est fou. À chaque fois que je mate pas parce que je me dis, il faut pas que je regarde, on gagne. Et je pense que je suis le chat noir. Mais tu sais que des fois, j'y crois vraiment. Je me dis, vas-y, je regarde pas. Et non, mais ça me fait ça parfois. Je regarde le match. À un moment, ça se passe trop mal. Je dis, vas-y, je change. Là, je chatte un peu Twitter. Hop, on intercepte le ballon. Je dis, super. Et là, je remets le match. Et là, on fait une grosse merde. Je dis, oh là là, bon, laisse la télé éteinte. Va faire autre chose. Je vais aller jouer à Cyberpunk. Je vais pas faire quelque chose. Bref. Donc, en plus, quand on avait regardé un match l'an dernier, on avait perdu. Ouais, on avait perdu. Alors, je sais plus contre qui c'était. À la maison et qu'on avait maté un match, je crois qu'on avait perdu. Ouais. J'ai vu le côté obscur de Plax. J'ai vu Plax en live face à une défaite des Giants. Ça fait un peu peur. Ma copine qui est au courant et qui monte dans la chambre et qui m'évite pendant toute la soirée. Bon bref, donc alors match contre les Cowboys, donc tu l'as dit, énorme attaque avec 2 running backs qui se relayent et qui mettent beaucoup de yards. Alors ça m'inquiète un peu parce qu'on prend 170 yards à la course sur ce match contre les Saints, qui avait un jeu aussi un petit peu atypique avec leur Taysom Hill qui peut beaucoup courir. Je crois pas que Dak Prescott court autant que ce que Taysom Hill l'a fait, ni avec autant de puissance. Mais voilà, ils ont 2 running backs de très très bon niveau qui d'ailleurs se tirent un petit peu la bourre, mais tant mieux pour eux, c'est bien. Nous on fait pas assez jouer notre deuxième running back, je trouve, parce que le peu de fois où il rentre, il est au niveau, mais bon. Écoute, ça c'est comme ça. Des receveurs, ils en ont à l'appel. L'an dernier, on avait réussi à bien les éteindre. C'était
plutôt intéressant, mais c'était pas, c'était leur QB remplaçant, rappelons-le. Donc c'était le dernier match de la saison, hein, où on l'emporte contre eux. Moi, je pense que la clé du match, ce sera là. Si on arrive à un tout petit peu les éteindre en attaque, il y a moyen de faire quelque chose. S'ils commencent à s'enflammer et qu'ils nous mettent 3 TD sur les 3 premiers drives, bon, ça risque d'être un match très long. Ça va être, c'est pas une masse à faire ce que tu dis, parce que quand on regarde, alors déjà ils sont à 3 victoires pour une défaite, sachant que leur défaite c'est contre Tom Brady et que ils ont que 2 points de retard, enfin ça s'est terminé à 31-29, ils auraient pratiquement pu gagner, mais quand tu regardes les matchs, contre les Buccaneers, 451 yards, 419 yards contre les Chargers, 380 yards contre les Eagles, 433 yards contre les Panthers. Les Panthers qui ont une bonne défense, hein. C'est pas des touristes les mecs. Hein. Ouais, bah alors les Panthers, ils avaient réussi à éteindre justement le jeu de passe des Cowboys en les limitant à 188 yards, mais ils se sont pris 245 yards à la course. Ouais, oh la vache, ça fait mal. Ça pique. Hein. Là, tu vois, Blake Martinez, il risque de nous manquer un peu là sur ce match. Complètement. Non, mais c'est bon. On joue à domicile, on va dire que c'est quand même un petit avantage, mais de toute façon aujourd'hui, je pense que s'il y a une équipe qui peut clairement prétendre à gagner la NFC Est, ce sont les Cowboys. Bon, la saison est longue, hein, encore plus cette année, mais ils sont très bien partis pour le moment. Non, mais on a vu le niveau de Washington en jouant contre eux. Clairement, ils sont pas au niveau. Les Eagles qui sont à 1-3 comme nous. Non, c'est sûr que pour moi, il n'y a pas trop de doute. C'est eux qui vont emporter la division. Mais oui, la clé du match va être sur cette défense et également, comme on l'a dit tout à l'heure, la régularité de Garrett. Va-t-il être capable d'appeler un deuxième match au moins correct et au moins faire impliquer tout le monde et faire jouer tous les joueurs et impliquer Kadarius Toney? On ne sait pas si les 2 receveurs blessés vont revenir. Sterling Shepard pourrait faire du bien, mais en tout cas, on espère que le plan de jeu va être bon. La défense, c'est pas la méga défense élite côté. Mais ils ont des bons joueurs. Cowboys. Ils ont non, très bonnes bons joueurs. Mais on a rencontré beaucoup de bonnes défenses pour l'instant. On a toujours réussi. Daniel Jones, en tout cas, a toujours été au niveau. Donc si le plan de jeu est derrière, il y a moyen de faire quelque chose. On va prendre des points quoi qu'il arrive, hein. On va pas les limiter à 10 points, enfin, j'y crois pas, donc il va falloir marquer beaucoup de points. Ou alors il faut que Logan Ryan pète le pied droit de... ça. Plan de jeu, on pète le QB, ça c'est bien, c'est un vrai plan de jeu, pourquoi pas, écoute. Mais c'est... on va pas se le cacher, ça va être compliqué. Après on disait pareil contre les Saints, hein. Tout le monde prétendait qu'on allait se faire ramasser. J'ai pas vu beaucoup de gens dans les pronostics, que ce soit sur Touchdown Actu, que ce soit chez les Américains, que ce soit chez tout le monde, c'était... Après c'est logique. Mais parce qu'il y avait un contexte aussi, les Saints, meilleure équipe, ils revenaient pour la première fois dans leur stade depuis qu'il y a eu, ils sont encore tapés un ouragan où en fait leur stade était pas praticable, et donc là c'était un peu homecoming pour les Saints. Il y avait tout un contexte qui était vraiment favorable aux Saints, et on a fait l'upset, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est sûr qu'on s'attendait beaucoup plus à nous voir gagner contre la Washington Football Team et les Atlanta Falcons que contre les Saints. Ça m'étonne pas, quoi. Ça c'est sûr, mais en tout cas ça va être une bataille, et puis je regarderai pas le match, on va faire comme ça. Ouais, de toute façon, il se termine tard ce match, donc il faut que tu te couches tôt. Hein, c'est quoi, c'est 22h25? Exactement, c'est ça, le fameux donc à 22h20 match, tu vas te mettre au lit, hein, s'il te plaît. Ok, et puis je verrai le résultat le lendemain, 41-10 pour Dallas, et puis ça me lancera bien ma semaine. Bref, bon voilà, donc gros match la semaine prochaine, enfin cette fin de semaine, ça va être chaud contre un adversaire direct. À la limite là, je préférerais qu'on perde contre eux, mais qu'on aille gagner après contre les Eagles. Là clairement, si je dois choisir. De toute façon, les Eagles, on va les éclater cette année, on n'arrête pas de le dire. Je l'ai dit, 2 victoires contre les Eagles, tout à fait. On perd pas contre eux. C'est interdit. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur ces 2 matchs, non, mais je pense qu'on peut juste remercier nos auditeurs qui, la semaine dernière, sont montrés ultra réactifs quand on les a prévenus un peu à l'arrache qu'on allait enregistrer le podcast et que s'ils voulaient nous poser des questions, ils pouvaient l'envoyer. On en avait eu quelques-unes, c'était très sympa. On en a même eu après
l'enregistrement du podcast, donc désolé à ceux qui ont loupé le coche, mais on refera ça. Ah ouais, on refera carrément, c'était super. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en plus, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est entre les écoutes, mais aussi le feedback des auditeurs, on sent qu'il y a vraiment une communauté qui est derrière le podcast, et donc ça fait ultra plaisir. Ouais, c'est carrément cool. Et d'ailleurs, on était étonnés du nombre d'écoutes du dernier podcast. Après 3 défaites, et vous êtes encore là et ça fait plaisir. Et même dans les commentaires, on est là, quoi qu'il arrive, on est là, machin. Ça, c'est cool. Ouais. Voilà, vous êtes pas un gros lâcheur comme moi qui a pas les couilles de regarder le match en entier, qui éteint sa télé. Non, mais là, tu rends service à la communauté des fans des Giants en faisant ça. Donc, ouais, en fait, vous pouvez me remercier. Si on a gagné, c'est grâce à moi. Mais tu sais que ça, c'est vraiment un truc de fan de se dire, tiens, je portais cette paire de chaussettes là pendant qu'on a gagné ce match là. C'est à chaque match maintenant, je vais remettre la même paire de chaussettes et puis je les laverai même pas en plus. Il paraît que la tradition de la douche de Gatorade viendrait en fait des Giants en 86 qui ils ont eu une série de victoires où en fait à chaque fois ils étaient en train de doucher Bill Passes de Gatorade et ils se sont dit tant qu'on gagne, on continue à faire ça. Et ils ont fait ça jusqu'à leur premier Super Bowl. Et donc, depuis, c'est devenu une tradition que lors d'un énorme match, tu douches ton coach au Gatorade. Ouais, c'est vrai que c'est souvent après les très grosses victoires, ça, en play-off ou quoi. Ils auraient pu le faire là, à 1-3. Allez, douche de Gatorade, on est trop contents, on a gagné un match. C'est clair. Ça aurait été marrant. Bon, voilà. Fin du podcast, merci Thiergo pour, merci à toi, pour cet épisode déjà 36. Écoute, le temps passe vite. Et puis, qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà, qu'est-ce qu'on rigole. Et surtout quand on gagne. Mais en tout cas, c'était quand même cool de faire un petit podcast de victoire, ça fait plaisir. Je te rappelle que l'an dernier, on avait eu une série de 3-4 matchs avec 3-4 victoires d'affilée. Et écoute, peut-être que c'est maintenant, peut-être qu'on est lancé, espérons-le. Ouais, voilà. Peut-être qu'on va terminer avec 14 victoires pour 3 défaites. On peut rêver. On peut rêver. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Go Giants. Salut.